Bienvenue dans La Cible, le podcast Figure de l'ombre qui met en lumière des personnalités impactantes. Amine, Kader et Isma vous dévoilent les parcours, réussites et échecs des talents de l'ombre. Prêts à découvrir ceux qui font la différence en silence ? Abonnez-vous et checkez nos vidéos pour ne rien manquer. La Cible, c'est ici que tout se joue. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur un nouvel épisode des Figures de l'ombre. C'est Ismaël, je suis à côté d'Amine. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais, super, nickel. Aujourd'hui, après plusieurs épisodes sur le sport, le digital, la mode notamment, on ouvre un nouvel arc, entre guillemets, un arc culinaire. Et je suis très honoré d'accueillir Philippe Sonou aujourd'hui. Comment tu vas ? Salut, ouais, moi ça va super bien. Je suis très content d'être là aussi. Ça fait plaisir, merci d'avoir honoré l'invitation en tout cas. Surtout que c'est de passage, parce que de base, tu es basé à Londres. On va en parler en détail. En tout cas, très content de t'accueillir aujourd'hui, parce qu'on a pas mal de sujets à évoquer. Tu fais quelque chose qui est important. C'est pas forcément des rôles qui sont mis en avant dans la société, je trouve. Mais tu transmets des cultures, tu portes aussi des cultures et des influences. Je trouve que c'est bien de les mettre en avant. C'est pour ça qu'on t'a invité en tout cas. Merci. Nice. On va commencer simplement. Pour commencer, est-ce que tu peux expliquer d'où tu viens, dans quelle enfance tu as grandi, quel contexte et comment tu t'es dirigé un peu vers tout ce milieu? Ouais. Donc moi je suis né en France, à Paris. Et donc mes deux parents sont béninois, donc je suis franco-béninois. Et donc j'ai grandi à Paris, en région parisienne. Ok. Ça a été quoi un peu ton enfance? Dans quel environnement tu as grandi? Comment tu as pu te diriger vers ce domaine-là après par la suite? J'ai grandi avec mes frères et sœurs, donc on était 5 à la maison. Et donc on a été éduqués à la béninoise aussi, à la française. Moi, mes parents, ils sont arrivés en France dans les années 70. Donc, voilà, c'est un peu le début de ma vie, ouais. Ok. La cuisine est arrivée à quel moment ? Ouais, donc la cuisine, je pense que ça arrivait au final très jeune. Parce qu'en fait, étant petit, en fait, j'étais souvent dans la cuisine avec ma mère, en train de goûter ce qu'elle préparait, lui poser des questions un peu sur les ingrédients. Donc, j'étais quand même assez curieux, en fait. Ouais. Donc, c'est-à-dire, ouais, dès l'âge de 4 ans, déjà, quand même. Ouais, j'étais quand même souvent dans les pas de ma mère, dans la cuisine, vraiment en train de goûter. J'étais très, très gourmet. Très gourmet, ouais, déjà, à cet âge-là, ouais. Tu ne disais pas de quitter la cuisine ? Non. Tu leur disais non, sors de la cuisine, je m'en occupe. Non. Ça va. Non, elle me donnait à goûter un peu les sauces ou les épices qu'elle préparait, ouais. C'est à quel moment tu t'es vraiment dit je veux faire ça de ma vie? Que juste ça me passionne ou j'aime bien manger? Ouais. J'ai toujours bien aimé manger, en fait. J'ai toujours bien aimé manger, mais c'est vrai que déjà, étant très petit, je me rappelle, j'aimais vraiment goûter aux aliments, vraiment. J'étais vraiment gourmand, en fait. J'aimais vraiment le goût, j'aimais les petits gâteaux, j'aimais le salé. Et dès l'âge de 12 ans, j'ai commencé à faire des petits gâteaux, des gâteaux au yaourt et puis des crumbles aux pommes. Ce qu'on a fait, on avait un jardin avec des pommiers et un noyer, donc on faisait des crumbles aux pommes et noix. Ok. Et un peu plus tard, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à regarder des documentaires sur des palaces parisiens et avec des chefs différents en train de dresser des aliments très précis sur les assiettes. Et c'était très joli aussi à voir. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Donc, ça m'est venu, en fait, instinctivement après. Ouais, je me suis dit, bon, ben, un peu sur un coup de tête, mais je pense que c'était le résultat, en fait, c'était le résultat, en fait, de mon enfance, en fait. Toujours dans les pattes de ma maman, en train de goûter tout et tout ce que je pouvais goûter. Mais ouais, je pense que j'ai vraiment eu le désir, ouais, à l'âge de 14 ans, d'être chef, en voyant aussi les documentaires de cuisine et les beaux palaces parisiens, ouais, à la télé. Il y a aussi une émission aussi qui m'avait marqué aussi à l'époque, c'était Oui Chef avec Cyril Lignac. Et donc, c'était une émission où, en fait, il devait, je pense, si je me rappelle bien, il devait former une brigade avec des gens qui étaient en réinsertion, en fait, dans la société. Et donc, il leur apprenait la cuisine et
Et à la fin, en fait, l'idée, c'était de former sa brigade, d'ouvrir son restaurant. Donc, ça m'avait aussi montré, en fait, le contexte, en fait, où travaillaient les chefs en cuisine. Ouais. Ok, donc à Ça ce m'avait beaucoup plu. moment-là, tu entrevois un avenir vraiment dans la cuisine. Comment tu décides de tracer un chemin et par quelle voie tu passes du coup pour y accéder? Ouais. Donc, oui, j'entrevois, en fait, un avenir dans la cuisine, mais en fait, au final, sans trop connaître, en fait, ce que c'était. Donc, je me souviens, en fait, à mon stage de troisième, parce qu'en fait, on avait un ami de la famille qui était chef de cuisine, je crois que c'était Sofitel à Charles de Gaulle, Mhm. quelque chose comme ça. Et en fait, il m'avait proposé, en fait, de faire mon stage de cuisine, en fait, dans mon stage de troisième dans ses cuisines. Donc, j'ai été là-bas. Et donc, j'avais beaucoup aimé. Il m'avait fait goûter plein de choses et tout. Et c'était une grande cuisine en plus. Donc, c'était la première fois en fait que je venais dans une cuisine et que je voyais autant de chefs surtout et de grandes cuisines et des grosses, des grosses mises en place, c'est-à-dire des grosses préparations en fait. Ouais. Et comment tes parents, ils ont accepté la nouvelle que tu souhaites devenir cuisinier? Est-ce que pour eux, c'était normal ou ils étaient un peu réticents? Ils me l'ont pas dit tout de suite, mais bon, mes parents ils sont quand même assez ouverts. Ils sont quand même assez ouverts. Mais ils m'ont pas dit tout de suite, mais ils étaient OK. Ils ont dit d'accord. Et donc, je pense qu'ils ont juste attendu de voir si j'allais changer d'avis ou si j'allais vraiment suivre ce chemin-là. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, donc après la troisième, un peu avant la troisième, on a trouvé une école, en fait, hôtelière pour moi, pour que j'aille en apprentissage, en fait, après la troisième. Qui durait combien de temps le cursus? Donc, en fait, c'est un apprentissage en 2 ans, en fait. Ok. Donc, je suis allé au CFA à Médéric. Donc, c'est dans le 17e à Paris. Et donc, c'est un apprentissage en 2 ans. Je crois que c'est une semaine à l'école et 2 semaines, En cuisine? 2 semaines en cuisine. Ok. Ouais. 2 semaines en cuisine. Et donc, on a trouvé le CFA Médéric comme école. Et donc, le lieu d'apprentissage, donc le restaurant, ça s'appelait l'Écu de France. Donc, c'était à Chenevière-sur-Marne, dans le 94. Et donc, c'était un restaurant gastronomique français Mhm. avec un chef. Le chef, c'était Christophe Poire. Donc, un chef qui avait travaillé aussi en Belgique et dans pas mal de palaces. Je crois qu'il a une étoile aussi maintenant dans un de ses restaurants. Et donc, c'était un très bon chef. Et je pense que j'ai quand même eu vraiment la chance d'atterrir dans ce restaurant-là en apprentissage. Parce qu'on apprenait vraiment les bases de la cuisine française. Et ils m'ont vraiment poussé quand même à aller plus loin. Ils m'ont vraiment montré les bases en fait pour que j'apprenne les bonnes bases. Et ils ont pas été faciles avec moi, mais c'était dans mon bien. Je pense que ça a été dans mon bien et ça a été bénéfique ensuite pour moi pour plus tard. T'en es ressorti grandi. Après ces 2 années, est-ce que du coup tu savais vers quel style de cuisine t'allais t'orienter, sous quel format, chef privé, en cuisine, enfin en entreprise, en restauration? Qu'est-ce que ça t'a donné à la fin en termes de débouchés? Donc, pas du tout en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que le métier de chef. Bon, peut-être que maintenant ça change, parce que le métier de chef, maintenant c'est un peu plus médiatique. Mhm. Bon, je suis pas très vieux, mais c'était quand même en 2006. Mhm. Donc, moi en fait, mon idée, même quand j'avais 15 ans, je me suis dit que je vais être chef. Donc, c'était le but. Je me suis dit que je vais être chef, et après, faut trouver le plan en fait. Mais dans ma tête, je me suis dit que je vais être chef et que je vais faire de la cuisine et que je vais aller le plus loin possible. Mais je connaissais pas du tout le métier Mhm. et j'ai personne dans ma famille qui était chef. Donc en école de cuisine, on est apprenti, on est apprenti chef. Et le but de devenir chef, enfin le but d'être apprenti chef, c'est de devenir chef de cuisine. Mhm. Donc diriger une cuisine et de mettre une cuisine en place. Donc moi, le but, c'était d'apprendre le plus possible et d'aller le plus loin possible. Et après, en fait, petit à petit, quand on monte en grade, tout se dessine, on comprend plus de choses, le chef nous fait plus confiance et le parcours se dessine plus petit à petit. Ouais. Step by step. En fait, t'as vu ça comme un tremplin, vraiment en fait le moyen d'apprendre. Parce qu'en fait, tu Ouais. savais déjà tout en commençant à quoi ça allait te servir entre guillemets la Oui. formation. S'il n'y a Oui, pas oui. forcément commun, tu vois. C'est ça. Ok, c'est Après, intéressant. ouais. Après, je connaissais pas vraiment les tenants et aboutissants, mais je me suis dit que voilà, ça allait me mener là où je voulais aller. Mais je me suis jamais imaginé que je serais
que je serais ici à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Ah, c'est clair. Ouais. Ok, c'est cool. Bah, on va enchaîner un peu toujours sur la partie un peu formation éducative. Tu as pu te former aux côtés de Thierry Marx. Donc Thierry Marx est, on peut le dire, un pionnier, hein, notamment de la gastronomie moléculaire en France. Il prône tout ce qui est le respect, notamment de la cuisine locale, du circuit court, tout ce qui est traditionnel. Il a été influencé aussi par ses voyages en Asie, Japon, etc. Certains pourraient aller checker si vous êtes intéressé. Qu'est-ce que tu as pu apprendre à ses côtés, notamment en termes de valeurs, de transmission, d'exigence, parce que c'est un chef étoilé. Il a eu plusieurs étoiles dans différents restaurants. Il l'a fait à travers plusieurs années, époques. Donc forcément, tu en apprends des choses. Ouais. Dis-nous un peu. Ouais. Travailler aux côtés de Thierry Marx, franchement, c'est quelque chose d'incroyable en tant que chef. Et je pense que c'est une chance, en fait, d'avoir pu côtoyer ce type de chef, ce grand chef pour ma carrière. Mhm. Parce qu'en fait, on rentre dans un... Donc, quand on est dans les cuisines de Thierry Marx, on rentre vraiment dans un système et c'est son système, c'est lui qui l'a créé. Mhm. C'est un grand chef. Et donc, on repart en fait on repart avec des bonnes bases. On repart avec des bonnes bases. Et donc, on apprend une vision. On apprend une vision en fait. On apprend une vision d'une cuisine qu'il a créée aussi lui-même en travaillant avec des grands chefs, Mhm. étant aussi apprenti aussi dans le passé. Donc, je pense que c'est incroyable. Ça a été incroyable vraiment de travailler en fait avec ce chef-là parce qu'en fait, quand on vient dans ce genre d'équipe-là, en fait, on a beaucoup de gens veulent travailler avec Thierry Marx. Donc, en fait, on travaille aussi avec les meilleurs chefs. On travaille aussi avec les meilleurs chefs. Donc, je travaille aussi avec... j'ai pu côtoyer aussi d'incroyables chefs aussi. Ouais, certains aussi qui ont eu des étoiles au Guide Michelin. Donc, ça m'a vraiment permis d'évoluer, en fait. Ça m'a vraiment permis d'évoluer. Et en fait, sur le moment, c'est un peu l'impression que j'ai, en fait. Sur le moment, en fait, on ne se rend pas compte. Mais c'est que quand on parle de cet environnement-là un peu, Mhm. en Tu fait, vois qu'on se après la rend compte, différence, qu'on voit la différence. Et en le fait, on niveau, se dit, etc. waouh, franchement, c'est C'était quand fort. même, C'était fort. c'est quand même quelque chose. Ah, Et ok. ouais. D'un point de vue d'apprentissage, ça m'intéresse parce que moi, d'un point de vue extérieur, je ne sais pas réellement comment me positionner. Tu en apprends plus sur l'exécution ou sur la partie mentale, conception? Est-ce que vous êtes juste là pour exécuter, lui, ses recettes? Ou alors, comment Ouais. ça se concrétise, ça Donc, se matérialise? en fait, l'apprentissage, en fait, c'est à tous les niveaux. Et en fait, si j'ai envie de parler d'apprentissage globalement, en fait, on apprend tous. Donc, ça veut dire que même à son niveau, Thierry Marx, lui, il apprend. Et donc, je pense que j'ai appris en tout. Je pense que j'ai appris en tout. Et plus on monte en grade, plus on apprend. Donc, en fait, on passe des paliers. Et donc, ce qu'on apprend en étant commis, c'est différent que ce qu'on apprend en étant chef de parti. Parce que le but, c'est de toujours évoluer. Donc, quand on veut... je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut avoir aussi une grande vision en tant que chef. Parce qu'on sait qu'on va devenir chef. Mais il faut quand même passer des paliers. Donc, on est apprenti. Après, il y a commis. Ça dépend des brigades, mais on peut avoir demi-chef de parti si c'est une grosse brigade ou sinon directement chef de parti. Après, second, premier second ou Ah ouais. deuxième second si c'est vraiment une grosse brigade. Et ensuite, on a le chef et le chef exécutif. Donc, ouais, en point de vue apprentissage, on apprend tout. On apprend tout. On apprend tout. Ça m'a... ouais, pour être plus dans le détail, moi, j'ai vraiment... En fait, on apprend du leadership aussi. On apprend vraiment à devenir un leader. On apprend à travailler avec les gens. On apprend à travailler en équipe. On apprend La pression, Pardon? la pression aussi. La pression aussi. Ouais, le temps, Il y a- tout il y a- ça. ouais. On apprend à... on apprend aussi, comment dirais-je... on apprend aussi à travailler ensemble, en fait. Parce qu'on a la même vision, mais on fait pas les mêmes tâches. Donc, on apprend aussi à travailler en équipe. On apprend aussi à maîtriser la pression. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans une cuisine. Et en fait, faut être au contrôle, en fait, de la pression. Même s'il y a beaucoup de pression, même s'il y a parfois des gros enjeux, il faut être au contrôle de tout ça. Donc, je pense que humainement, c'est un apprentissage vraiment qui est incroyable humainement, ouais. Pendant ton séjour avec Thierry Marx, c'était
quoi la plus belle leçon que tu as retenue de lui? Je pense que c'est sa force tranquille, je pense. Je pense que c'est sa force tranquille et aussi c'est peut-être sa sagesse d'écouter les gens, d'écouter les gens en fait et ouais, vraiment être à l'écoute et vraiment comprendre en fait ce dont ses collaborateurs ont besoin en fait et de donner en fait les clés en main à ses collaborateurs pour évoluer. Je pense que ouais, je pense que c'est ouais, je pense que c'est la plus grosse caractéristique que je vois en lui qui m'a fait que je comprends maintenant parce que je suis aussi amené à travailler avec des équipes et des gens et ouais, vraiment en tant que leader, c'est comment donner comment donner les clés en main en fait à ces équipes pour qu'ils fassent leur travail et les soutenir. Je pense que c'est la plus grosse caractéristique, oui. Ok. Tu as vu qu'il était assez hermétique à la pression. Oh oui, Ok. oui, oui. Oui, Et même, ça se paie un peu responsabilité. Quand quelque chose se passait mal, tu as dû le voir, je pense, à un certain moment, ça arrive, c'est normal. ouais. Est-ce qu'il était là à rejeter la faute ou pas forcément? Il en prenait responsabilité. Comment il vous transmettait le message de faut corriger ci, faut Après, corriger ça? Parce que nous, on a ouais, l'image assez d'accord. caricaturale, cauchemar en cuisine. C'est Gordon, tu vois, Oui, le bon vieux Gordon Ramsay. C'est le bordel, ça crie partout, mais je me doute bien que dans la réalité, c'est pas forcément que ça. Tu vois, surtout oui, quand tu montes en gamme, comme tu as dit, c'est pas le fast-food du coin. Donc, comment tu oui. as pu voir son comportement sur ces points-là? Et pas que lui, d'ailleurs, les gens qui l'entouraient aussi. Ouais. Je pense qu'il agissait très bien par rapport à ça. Je pense qu'il Mhm. agissait très bien par rapport à ça. Après, il faut savoir que au Mandat oriental, il était directeur de la restauration, Mhm. donc directeur de tous les points de vente où il y avait de la nourriture. Mais je pense qu'il y avait plutôt une bonne, il y avait une très bonne ambiance. Il y avait une très bonne ambiance vraiment. Il y avait une très bonne ambiance comparée à comparé à d'autres cuisines. Mhm. Et donc non, moi ça m'a fait vraiment, enfin, cette expérience, ça m'a fait vraiment ressortir avec un bon état d'esprit au niveau du leadership et au niveau de comment je devais agir en fait avec mes collègues. Ah oui, bien sûr. Mhm. J'ai pas de souvenir d'histoire de grosses histoires dramatiques. Non, non, je pense je pense qu'il a il a une très bonne façon de s'adresser vraiment à ses collaborateurs. Ouais, ouais. J'ai Mhm. vraiment retenu de ça et ça m'a même, moi, poussé en fait à me dire que, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé la cuisine, il y a quand même beaucoup de cuisines où le chef pensait qu'il doit Mhm. crier sur ses cuisiniers pour les faire avancer. Mais en fait, non. Mhm. Je pense que il y a des façons de le faire. Je pense qu'il y a des cas très précis et je pense qu'il y a des façons de le faire. Mhm. Mais je pense que il faut essayer de comprendre en fait ses collaborateurs déjà. Et je pense que à ce moment-là, si tu comprends les personnes avec lesquelles tu travailles, tu peux bien faire passer ton message et ils vont t'écouter. Donc, il y a beaucoup de chefs comme ça, comme Thierry Marx, qui sont des forces tranquilles. Et en fait, ils n'ont pas besoin de crier parce que la personne qui représente, tu sais là où tu mets les pieds en fait. Tu sais C'est là où ça tu aussi mets qui les est bien dans pieds. ces milieux, c'est que c'est Ouais, exigeant, mais justement, chaque personne tient sa responsabilité aussi, elle est consciente bien de sûr, pourquoi elle est là, la chance qu'elle a d'être là. Parce que souvent, c'est ça l'humain aussi, hein, quand il n'a bien pas la sûr. conscience, où il se dit, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences, bah, on se comporte un peu moins bien, on se laisse aller, tu vois. Mais Ouais. comme tu as dit, ok, je comprends. Et je pense aussi qu'il y a je pense aussi qu'il y a des chefs en fait qui essaient de diriger par la peur. Mhm. Donc c'est t'as forcément des gens qui peuvent tenir la pression et qui vont arriver à faire leur travail, même en étant dirigés sous la peur. Mais je pense que pour moi, je pense que c'est un peu destructeur. Oui, sur le long terme, je Ouais, suis sur d'accord le avec long toi, terme, c'est c'est pas contre-productif bon du même. tout et en fait, on perd des gens. Ouais, c'est On vrai. perd des gens, on se met des gens à dos. Mhm. Donc la communication, je pense que ça dépasse tout en fait. La communication et essayer de comprendre en fait les personnes avec qui on travaille. Ouais, bien sûr. Pour rebondir un peu sur le bruit qu'il y a en cuisine, j'ai remarqué dans les restaurants que j'ai fait, plus la cuisine était calme, plus le restaurant était huppé, entre guillemets, était gastronomique. Est-ce que c'est le cas? Moi, personnellement, je pense que dans le calme, je suis plus concentré. Et je suis plus concentré à ma tâche. Donc ça veut dire que si je peux travailler avec de la musique en cuisine, mais je le fais pas parce que ça me distrait automatiquement, Mhm. je pense. Donc oui, je pense que le calme, ça aide à être concentré et et à veiller à ce que tout se passe bien dans une cuisine. Ouais, ouais, complètement. Je pense sincèrement. Même si, même si je sais que ben,
beaucoup de chefs aiment travailler, notamment à Londres. Beaucoup de chefs aiment travailler avec la musique dans la cuisine. Moi, j'aime pas trop parce que je pense qu'on est, je pense qu'on est distrait, tout simplement. Ouais. C'est mon avis. Chacun son avis en C'est soi. mon avis. Après, tu parlais de musique dans l'ambiance du restaurant. En gros, dans certains restaurants gastronomiques que j'ai fait en France ou à l'étranger, surtout des cuisines ouvertes, c'était un calme incroyable. Tu entendais juste le bruit des casseroles et c'est tout. Limite, ils parlaient pas ou ils chuchotaient, c'était une bonne ambiance, mais c'était vraiment très calme. Alors que comme tu disais, dans Cauchemar en cuisine, dans plein d'émissions. Des restaurants qu'on a fait, comme tu as dit, sur Paris. C'est Le le feu. bruit du restaurant, on l'entend dans la cuisine, C'est ça ça. crie en même temps, le serveur. Ouais, ça, c'est toi qui valide, hein, mais du coup, en soi, tu valides en quelque sorte. Après, c'est ton ressenti. C'est mon ressenti, mais je pense aussi que ça vient aussi dans le cadre de l'expérience, en fait. Quand les gens vont manger dans un restaurant gastronomique, Ouais, c'est vrai. Je t'attends. voilà, donc on vient pour passer un bon moment, on vient pour manger la cuisine du chef en question, donc il y a bien sûr, L'invitation à tenir. Faut que ça soit bien classe, sûr, que ça propre. soit calme et les gens viennent aussi pour le calme et pour goûter des mets délicieux. Ouais. Mais un truc tout bête, de toute façon, quand tu as des serveurs dans ce type de restaurant qui viennent passer pour expliquer les plats, si derrière tu as une musique, on n'entend même pas la personne Oui. qui parle, c'est pas sérieux, c'est pas pro. Donc ça va dans ce sens-là aussi. Ok, Ouais. je comprends. Cool. On va avancer un petit peu. Ah, vous avez une petite question quand même qui est importante. Est-ce qu'il y a un moment, ces dernières années, même depuis le début de ta carrière, où tu t'es dit, j'ai envie d'abandonner, et à contrario, un moment où tu t'es dit, ok, là c'est bon, je vais plus lâcher, c'est ma voie. C'est Oui. deux moments un peu opposés. Oui. Intéressant. Ouais, il y a un moment dans ma vie, ouais, je pense que c'était vers 19 ans. Ouais, je me suis dit que je voulais changer. Parce qu'en fait, je pense que je travaillais pas en fait dans un. J'avais toujours au fond de moi, j'avais quand même toujours la passion, mais je pense que je travaillais pas dans un bon environnement. Ok. Et j'avais personne pour me donner un bon conseil aussi à l'époque, je pense. Pas vraiment de mentor. Et donc, oui, je me suis dit que je vais arrêter, je vais faire autre chose parce qu'il faut savoir que la cuisine, c'était quand même assez dur à cette époque. Bon, ça a beaucoup changé maintenant. Parce que maintenant, en fait, on essaie quand même d'alléger les heures, de faire qu'un service à la place de deux services. Et donc, moi, j'ai toujours travaillé en coupure. Donc, ça veut dire que quand tu fais la coupure, ça veut dire que tu fais les deux services. Ah, Donc, selon le restaurant, tu viens à 7 ou 8 heures en cuisine. Et donc, jusqu'à 14 ou 15 heures, 15. qui est la fin du service. Et après, tu as une pause, on va dire, de 15 heures à 18 heures. Et après, tu enchaînes avec le service du soir de 18 heures C'est terrible. C'est à terrible. 23h30 ou Moi, je l'ai fait minuit. une fois, c'est dans un trafic, qu'un avance au cinéma. J'avais des horaires comme ça un peu au Ouais. cinéma, j'y ai plus jamais. Tu peux rester toute la journée là-bas pour bosser 8 heures. Ouais, Et vous, c'est pire, c'est un rythme. C'est ouais, encore plus intense le soir, je pense, logiquement aussi. oui. Le lendemain, en rebelote, tu dois te lever tôt, tu es fatigué, il y a des Ouais. choses à corriger. Ok. Donc, C'est moi, plus cet aspect-là qui t'a dérangé, toi, du coup. bah ouais, c'était quand même assez dur, quand même, parce que moi, je suis parti en apprentissage à 16 ans. Ouais. Jeune. Donc, à partir de 16 ans, moi, je faisais déjà la coupure. Et donc, j'aimais bien quand même, mais c'est vrai que c'était assez dur. Parce que j'avais à 16 ans, bon, ben, t'as pas trop de vie. T'as pas trop de vie, donc C'est pas comment. tu vas au travail et ensuite tu reviens à la maison, bon, t'es fatigué, tu fais une sieste, tu repars au travail, donc tu vois pas tes amis et tout. T'as une vie qui est très différente en fait d'un jeune de 16 ans. Ouais, c'est clair. Donc ça te met un peu à part. Et donc ouais, au bout d'un moment, je me suis dit waouh, est-ce que ma vie ça va être ça quoi? Ouais. Est-ce que ma vie ça va être ça? Et donc ouais, je me suis posé la question, est-ce que je vais pas arrêter? Comment t'es reparti au front? Bon, moi je pense que c'est en ayant des discussions avec ma mère, mais après aussi je pense que moi je suis très, quand je me dis quelque chose, si je me dis que je fais quelque chose, il faut que je le fasse. Au bout. En fait, ah ouais. Si je me dis, même si c'est un petit truc, si je me dis que je fais quelque chose, il faut que je le fasse. Sinon, Mais c'est quoi je le fasse? Tant que t'avais pas atteint le rang le de chef. je me suis dit que ouais, Ah, ok. ouais. Tant que Donc j'ai je me pas suis dit que atteint je me suis dit que je vais être chef, Ok. donc il faut que j'aille au bout. Et quand on travaille quelque part, je pense qu'on a besoin d'être inspiré par l'établissement, on a besoin d'être inspiré par nos supérieurs, par le chef. Et je pense que c'est ce qui aide à vraiment garder la flamme en fait de ce qu'on fait en fait. On a besoin de quelqu'un en fait pour nous inculquer une vision en fait. Surtout quand on est jeune. Ah, c'est vrai. Et donc ouais, à cause de
à cause de tout ça, comme j'avais pas, je pense, cette vision-là, ouais, ça m'a un peu refroidi, mais bon, je pense que ça arrive dans la vie de tout un chacun. Ah, c'est clair. Ouais. Mais par exemple, la cuisine, est-ce que c'est pas un choix risqué pour un jeune? On se dit qu'à 16 ans, en temps Ouais. d'apprentissage, on a un cursus scolaire qui est différent du reste de nos amis. Comment on fait pour se dire à 16 ans, bah, je vais être cuisinier Ouais. et tant pis, je prends le risque. Bon, je, je pense que tout est, moi, je pense que tout est risqué. Mais non, 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 je plaisante. Risqué, moi, je pense pas. Moi, j'ai toujours été un peu rêveur. Dans le sens où, ouais, je pense que je me suis dit, bon, ben, je vais faire ça. Je veux faire ça, c'est tout. Ça va, c'était pas non C'est plus. tout. T'as pas dit astronaute, t'as pas dit un truc, il y avait rien à. En fait, Ouais. cuisinier parce que c'est risqué, je vois dans quel sens tu le dis. Ouais. Sur la garantie un peu la sécurité d'emploi. C'est ça. Mais d'un côté, tu te dis, bah, c'est des métiers de ouf, tout le monde mange. Tout le monde Ouais. mangera toujours. Donc si tu vois sur ce point de vue également, Ouais. et encore plus après l'international, même si peut-être que tu pensais pas à le faire dès le début, on reviendra dessus, bah, je peux peut-être te dire que tu auras toujours à manger, entre guillemets. Tu vois. Ouais. Après, c'est une vision, je sais Je pas. pense mais que je pense que c'est moins. toi, c'est plus cet aspect rêveur qui t'a. Je pense que c'est moins risqué que d'autres métiers. Hein. Ouais, ouais. Faire du marketing ou de. Ou des métiers où il y a des domaines qui évoluent, qui te Ouais. dépassent plus vite que toi. Parce qu'on aura toujours besoin de Cuisinier. chef C'est clair. ou de cuisinier. Mmh. Après, bien sûr qu'il faut avoir un plan, il faut avoir une vision et faire ça le mieux qu'on peut, ouais, bien sûr. Mais ouais. Mais après, non, je pense que c'est l'insouciance de mon âge à l'époque aussi. Je pense l'insouciance d'un jeune, l'insouciance d'un jeune qui veut rêver et d'essayer d'accomplir ce qu'il a en tête. Ouais. Ok. Ça, déjà, là, on le fait en fin d'épisode. C'est des conseils que je demande aux jeunes. Là, c'est juste une petite question par rapport à ce que tu as dit qui m'a interpellé. Tu as dit que ça a changé quand tu as réussi à trouver un mentor. Maintenant, Ouais. l'époque a changé, etc. Un jeune qui est maintenant, qui se lance dans la cuisine, comment il pourrait trouver un mentor selon toi? Parce que est-ce que c'est pas trop aléatoire s'il doit juste se dire, bon, c'est dans l'établissement dans lequel je vais tomber. S'il y a un mentor, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, un mentor, ça se fait naturellement. Et je pense que trouver un mentor, c'est une relation de confiance, en fait, déjà avec le mentor. Et même si le mentor ne dit pas à son poulain que je suis ton mentor et vice-versa, je pense que, bon, mais quand vous travaillez pour quelqu'un et que vous avez l'impression que vous évoluez avec lui, que vous avez l'impression que il y a une relation de confiance et d'amour et qu'il vous donne des bons conseils pour avancer, bon, bah, je pense que c'est un mentor déjà, je pense. Je pense que c'est un mentor déjà. S'il y a une bonne relation, que vous évoluez et qu'il y a du respect entre vous et que vous avancez ensemble, ouais, je pense que c'est ça, en fait. Ok. Même si on ne se le dit pas, en fait. Donc, moi, j'avais travaillé, comment il s'appelle? Je me rappelle plus du restaurant. Il faut que je retrouve le restaurant. Donc, c'était ça s'appelle le Beaujolais d'Auteuil. Donc, c'était dans le 16e. Et donc, il y avait un chef, Nicolas Duquesnoy. Donc, c'était un très bon chef avec qui j'ai travaillé. Et donc, je m'entendais bien avec lui. Et j'aimais bien le travail que je faisais avec lui. Je me voyais évoluer. Il me donnait des responsabilités. Et donc, ouais, je le voyais, moi, comme mon mentor à ce moment-là. Je le voyais comme mon mentor. Et c'est d'ailleurs... Et pour la petite histoire, donc moi, je suis arrivé là-bas en commis. Et donc, il y avait un chef avec qui j'ai travaillé au Mandarin oriental qui s'appelle Stéphane Bernard. Et donc, au moment où Stéphane allait partir, en fait, au Mandarin oriental, il m'a dit, bon, ben, il y a un hôtel qui vient d'ouvrir et tout. Il cherche du monde et tout. Si tu veux, je peux parler de toi et tu peux donner ta candidature. Et donc, Nicolas Duquesnoy, donc le chef du Beaujolais d'Auteuil, à ce moment-là, il m'a dit, bon, ben, Philippe, tu vas bien apprendre là-bas, ça va être bien pour toi et tout. Donc, il m'a vraiment donné, en fait, des bons conseils en fait, pour pouvoir aller au Mandarin oriental. Ok. Donc, Stéphane Bernard aussi, voilà, qui est... à ce moment-là, il m'a vraiment aidé à passer le cap, en fait, et me dire, bon, ben, viens, tu vas apprendre et tout. Et donc, ouais, ça a été... c'est la petite histoire, en fait, qui m'a permis, en fait, d'aller au Mandarin oriental, ouais. Donc, ça se ressent. Une Donc, relation avec un mentor, ça se ressent ah oui, plutôt. oui, oui.
naturel. Ça se ressent, ça se ressent. Donc ça, c'est un geste de mentor, en fait. Parce qu'en fait, il a su savoir ce dont j'avais besoin pour évoluer, en fait. Et moi, j'avais pas cette vision-là au début. Ouais. Moi, je serais resté travailler là. Je serais resté travailler au Beaujolais d'Auteuil. Ok. Donc, il a fait un geste, en fait, qui a vraiment créé un tournant, en fait, dans ma carrière. Donc, ça a été mon mentor à ce moment-là. Ouais. Nicolas Duquesnoy. C'est fort, c'est beau. En plus, pas dans ses intérêts. Ça aussi, c'est un geste Pas dans encore ses plus intérêts. Pas dans ses symbolique. intérêts. On va passer sur la suite. Donc, un aspect important comme une étape que j'ai pu suivre, moi, de plus près, notamment la télévision, tu vois, MasterChef UK. Justement, on va introduire également toi, ton arrivée à Londres, etc. Comment ça s'est passé, littéralement, ton installation là-bas et comment tu as pu accéder à cette émission-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je suis arrivé à Londres en 2019. Et donc, je suis arrivé à Londres parce que moi en fait, moi, j'ai toujours voulu, apprendre l'anglais. Et je me suis toujours dit, je sais pas, c'était un aussi de mes goals. De me dire, il faut que je sois bilingue. Il faut que je sois bilingue parce que aujourd'hui, il faut parler anglais. C'est bien pour le travail, pour tout. Et donc, moi, j'ai un ami, en fait, qui était installé à Londres. Un ami français qui était installé à Londres, je crois que c'était 1 an et demi avant moi. Et donc, j'étais parti le voir un été à Londres. Donc après, je suis revenu en France. Et donc, il m'a dit, bon, si tu veux venir à Londres, j'ai une chambre de disponible. Donc, tu viens, tu me paies le loyer et tu peux venir à Londres. Donc, ça a été quand même assez facile pour moi de venir à Londres. Surtout que je suis venu avant le Brexit, Pour le Covid aussi, avant le Covid. Donc, franchement, je suis arrivé in extremis. au bon moment, mais au mauvais, mais au bon moment en même temps. Et donc, ça a été quand même assez facile d'aller à Londres. Et donc, moi, l'idée, en fait, quand je suis allé à Londres, c'est que je me suis dit que il faut que je sois chef privé. Il faut que je sois chef privé. Et donc, je me suis aussi dit que je vais aller à Londres parce que ils sont culinairement parlant, en fait, ils sont très ouverts. Ils sont très ouverts aux nouveautés parce qu'il y a quand même pas mal de nourriture, de gastronomie différente à Londres, pas mal de mix différents. Très cosmopolite. Très cosmopolite. Et donc, ça m'a intéressé. Je me suis dit, je vais aller à Londres et je vais développer, en fait, je vais continuer à développer ma cuisine là-bas. Plus un réseau. Ouais. Et la langue. Et la langue. Ok, bénéf. Ouais. Magnifique. Et du coup, comment tu as pu être introduit à MasterChef UK, cette opportunité-là? Comment ça s'est fait? Ton ressenti dans l'émission, etc. Ouais. Donc, MasterChef, bon, moi, c'est vrai que je pensais, en fait, quand même à faire une émission de télé culinaire, si on peut appeler ça comme ça. Et donc, je savais pas quand, mais en fait, comme j'avais l'idée d'être chef privé à Londres, donc c'est-à-dire qu'avant ça, moi, j'avais déjà commencé d'être chef privé à Londres, mais je le faisais via des compagnies, en fait. Et via des compagnies, en fait, qui ont des clients, et en fait, tu te fais un profil avec tes plats, avec ta carte, ta carte, ton style de cuisine. Et donc, eux te donnent des clients, en fait. Voilà. Je connaissais pas. Donc C'est moi, comme une boîte d'intérim pour les cuisiniers, un peu. Ouais, c'est un peu comme ça. En fait, tu as un profil. Et donc, le chef a un profil, le client a un profil. Et donc, les clients envoient des demandes, en fait, au chef. Et le chef peut accepter ou non, en fait. Et la compagnie, en fait, en intermédiaire, ils prennent 20% en fait, du prix, en fait, du dîner. Et donc, toi, ça te met en relation, en fait, avec des clients. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Et donc, aussi, j'ai une page Instagram où je postais quand même pas mal de plats et tout. Et donc, une fois, MasterChef UK, ils m'ont envoyé un message en me disant que je pouvais, que les applications étaient ouvertes, que je pouvais remplir le form si je voulais participer à MasterChef. Donc, c'était en 2022. Donc, j'ai rempli le formulaire. Donc, j'étais en contact avec quelques personnes, mais finalement, ils n'avaient pas retenu ma candidature à ce moment-là. Et l'année suivante, donc en 2023, ils m'ont renvoyé un message. Et donc, à ce moment-là, j'ai rempli la candidature. Et donc, ils ont accepté ma candidature pour MasterChef. Donc, t'as ressenti quoi à ce moment-là?
Je me suis dit, franchement, j'étais super content. Je me suis dit que c'était une bonne opportunité, en fait, de montrer ce que je sais faire et tout. Et de pouvoir avoir aussi une bonne exposition à la télé et que ça allait aussi m'aider autant pour moi parce que ça me pousse à développer quand même des plats, à parler de ce que je fais et autant sur le côté médiatique parce que ça peut aussi apporter quand même des clients. C'est une partie qui est importante. C'est clair. Comment tu as ressenti tout ça? Tu as géré la pression, les caméras, les juges, Bah, l'émission? c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression quand même parce que je me rappelle à la première émission de MasterChef, que c'est quand même donc t'as les juges que tu vois à la télé et tout et donc ils t'accueillent et tout mais c'est vrai que t'as quand même pas mal de caméras. T'as quand même pas mal de caméras qui te filment et tout. Donc, c'est assez impressionnant quand même la première émission. Mais bon, mais moi, je me suis juste dit que je vais faire le meilleur, en fait. Je me suis juste dit que je vais faire les meilleurs et que bon, bah, si je suis ici, euh, c'est que, c'est que j'en vaux la peine, en fait. J'en vaux la peine et que tout le monde est chef comme moi et que, ouais, que le meilleur aille plus loin. Donc, ça va, en fait. Au final, il y avait beaucoup de pression, mais je pense que j'ai quand même réussi à maîtriser la pression. Parce que je me suis juste dit qu'en fait, bon, ben, je vais donner le meilleur et qu'en fait, c'est une chance de pouvoir, et une opportunité de pouvoir être là et de montrer ce que je sais faire, ouais. La mission, elle t'a appris quelque chose en particulier sur toi-même? Moi, je suis croyant, donc avec les dons que Dieu nous a donnés, en fait, il faut faire le meilleur, en fait. Il faut faire le meilleur. Il faut faire le meilleur. Donc, je pense que c'est compliqué, en fait, aujourd'hui, parce qu'en fait, on aime bien regarder ce que fait le voisin, en fait. Et je pense que les réseaux sociaux, ça tue un peu ça, parce qu'on se compare beaucoup. Et donc, bah, moi aussi au début, je me comparais, en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien les réseaux sociaux, mais parfois, c'est pas bien, parce qu'en fait, t'as pas, t'as du mal à avoir la picture, je parle en anglais, pardon. T'as du mal à avoir l'image de toi-même, parce que tu te compares aux autres, en fait. Alors qu'au final, faut essayer d'avancer toi avec on va dire, Tes forces, tes qualités. exactement, avec, C'est vrai, ça. avec tout potentiel et essayer de ne pas regarder ce que les autres font parce que on sait, on sait, on sait pas ce que les autres ont reçu en fait. On sait pas ce que les autres ont reçu, on a tous des capacités différentes et en fait, il faut avancer propre à ses capacités. Donc, ouais, ça m'a beaucoup aidé en fait, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, bah, c'est vrai qu'on vit dans un monde où même si on ne le veut pas, on se compare en fait. Même si on ne veut pas, on se compare. Même quand on se présente, même quand on fait du business avec des gens pour des opportunités, on se compare. On essaie de se vendre, on se dit pourquoi on vaut mieux nous que les autres. Donc en fait, ouais, je pense que ça aide à faire une introspection sur ce qu'on fait. Et moi, notamment, ça m'a aidé à développer encore plus mon style de cuisine, en fait, et à me dire qu'en fait, faut pas se comparer parce qu'il y a la place pour tout le monde et on est différent en fait. Et il y a vraiment là, je pense vraiment qu'il y a la place en fait pour tout le monde de faire ce qu'on aime et de pouvoir être différent et aussi créatif, ouais, bien sûr. D'un point de vue réseau, est-ce que tu as senti l'impact derrière, en termes de visibilité aussi notamment? Comment ça s'est ressenti et tu as pu voir tout ça? Oui, bien sûr, je pense que ça a aidé en fait d'un point de vue réseau, bien sûr, parce que c'est une grosse émission MasterChef, il y a beaucoup à Londres quand même, il y a beaucoup d'audience. Donc même les gens te reconnaissent quand même dans les rues, dans le métro. Ouais, Les Anglais sont beaucoup plus expressifs. Et les Anglais sont Français. beaucoup plus expressifs. Parisien, nous, ça va être un Ouais. petit regard caché comme ça, c'est Ouais. lui, c'est lui. Alors que là-bas, oh, amazing, wow. Ouais. Les Parisiens, ils te connaissent, mais ils ne veulent pas dire. Ils ne veulent pas dire. Ok. Ah, c'est cool. Et du coup, ça a Mais agrandi ouais. ton réseau, tu l'as ressenti même dans les propositions qu'on a pu te faire par la Oui, suite? bien sûr, ouais. Parce qu'en fait, même quand l'émission est sortie, ouais, les gens ils sont très excités parce qu'en fait, ils te voient. Il faut savoir, j'ai quand même, j'ai quand même été assez mis en avant en fait à MasterChef parce que j'ai gagné des challenges et tout et je faisais quand même un style de cuisine qui était assez différent aussi des gens et j'ai cuisiné quelques produits que les gens ne connaissaient pas donc ouais les gens ont été quand même très les gens ouais enthousiastes et ouais ça m'a quand même permis d'avoir ouais plus de contacts ouais bien sûr.
Nice. Ouais. Que du bon, finalement. Que du Ah bon, oui, que oui, du oui. bon. On vous le dira pas à quelle étape de l'émission tu t'es arrêté. Allez, regardez ça. Je te le dis, tu vas aller streamer. Bon, on continue. On va rentrer dans ta partie un peu plus cuisine. Oui. Tu vois, là, on va essayer d'accélérer un peu plus sur ça. Du coup, donc oui, tu mets en avant la cuisine avec des inspirations africaines. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Toi, comment ça t'est venu? Notamment des voyages, des origines, tu as pu parler de ton enfance, on le sait du coup à peu près. Mais si tu peux entrer un peu plus dans le détail en ça et comment ça se matérialise concrètement dans ce que tu fais. Ouais. Ouais. Donc, moi, je suis d'origine béninoise. Donc, mes deux parents sont béninois. Donc, étant petit, j'ai eu quand même l'habitude d'aller au Bénin, donc de connaître mes origines. Mais je pense que même si on est un enfant issu de la diaspora, né dans un... Bon, je dis pas dans un pays étranger, parce que moi, je suis né en France, donc Ouais. je suis français d'origine béninoise, mais je pense que quand on est d'origine différente, on est quand même appelé à connaître ses origines en grandissant. Donc, moi, je suis allé à l'école en France, j'ai grandi en France. Donc, j'ai appris le système français, mais en grandissant, plus je grandissais, plus j'ai eu le désir de connaître mes origines, en fait. Mes origines. Donc, je pense que c'est venu petit à petit. Et même, je me rappelle quand j'ai commencé la cuisine, mes oncles, mes tantes ou mes parents, ils me demandaient si je voulais faire de la cuisine béninoise. Mais bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, mon standard, c'était quand même la gastronomie française, parce que j'étais à l'école de cuisine en France, donc on apprend la gastronomie française. Ouais, logique. Donc je pense que mon désir de cuisiner la cuisine africaine, c'est venu un peu plus tard quand même. C'est venu un peu plus tard, mais c'est venu naturellement en fait. Je me suis dit, bon, ben en fait, il faut que c'est aussi mon pays, c'est aussi mes origines, et c'est une très belle cuisine. Donc en continuant d'aller au Bénin, en goûtant des plats, et puis j'ai été étant petit, on a été élevé en mangeant des plats béninois aussi, Mm. des plats béninois. Et aussi donc ma mère elle faisait des plats béninois, elle faisait aussi de la cuisine française. Donc j'ai été élevé quand même avec ces deux cultures. Donc je pense que naturellement, c'était ce qui se devait se faire en fait. Et après, après, je pense qu'en tant que chef, je pense qu'un chef, en évoluant, il cuisine les inspirations qu'il a dans sa vie, en fait, que ce soit ses origines ou les cuisines qu'il aime. Je pense que c'est vraiment, en fait, le résultat, en fait, Un de vécu. ma vie, en fait. Comme Même, Thierry Marx, on a dit tout à l'heure ouais. avec l'Asie, c'est la même chose. Exactement. Intéressant. de Donc, fou. ouais. En termes de produits, toi, qu'est-ce que tu as vu là comme plus-value dans la cuisine africaine que tu pouvais aussi apporter sur le marché? Parce que Oui. c'est bien beau d'aimer et d'en avoir des inspirations, mais concrètement derrière, tu t'es dit, ok, là, ça peut vraiment apporter une différence, moi, dans ma manière de cuisiner. Oh Tu as des oui. exemples de produits, d'épices, peu importe. Oui, oui, oui. Je pense que la cuisine, bon, après c'est vrai que la cuisine africaine, c'est très global, mais en fait, moi, je parle de cuisine africaine parce que c'est vrai qu'en fait, dans pas mal bon, le continent africain, il est assez grand. Et donc, on peut parler de cuisine d'Afrique de l'Ouest parce que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, la cuisine est quand même, on cuisine quand même les mêmes ingrédients, mais il y a quand même des différences dans les recettes. Mais moi, je sais pas, il y a un ingrédient que j'aime bien qui s'appelle, on appelle ça de la moutarde africaine. Donc, c'est une graine, c'est une graine de moutarde africaine en fait qui est fermentée. Et donc, ça sent très fort, mais le goût est super bon, c'est salé, c'est fermenté. Et donc, au Bénin, on appelle ça le afinti. Et donc, ils en utilisent par exemple au Sénégal, il y a un autre nom, mais j'ai oublié. Les Nigérians, ils appellent ça irou. Donc, je sais pas, par exemple, ça, c'est un ingrédient qui est super intéressant. Donc, quand j'étais petit, ma mère cuisinait avec ça et je me rappelle, je mangeais des petites graines et tout. Et je mettais sur ma langue et tout parce que c'était quand même salé, umami, et super bon. Et donc, ça, c'est un ingrédient en fait, ça qui m'a marqué en fait dès mon enfance. Et donc, c'est toujours le même goût. Et maintenant, là, je le cuisine et j'essaie de l'allier. Par exemple, je faisais une salade de tomates où je mettais des graines de moutarde africaine. Et c'est un ingrédient en fait phare vraiment de la cuisine béninoise et de la cuisine d'Afrique de l'Ouest que j'aime bien mettre dans mes plats. Ouais. Après, il y a des produits comme l'igname, il y a des produits comme le manioc, le gombo. J'aime bien faire du gombo cru.
C'est vrai qu'au Bénin, on a l'habitude de le manger cuit. Donc, en fait, le gombo cuit, en fait, il devient gluant, en fait. Gluant, ouais. Il devient super gluant. Ouais, et donc, j'aime trop ça, ouais. c'est spécial. C'est quoi, c'est le truc vert un peu, non? Ouais. Ils Ça, le ça, font, c'est pas qu'on ouais, ils le font, ce qu'ils le font au Maroc aussi. Ah ouais? Ouais. Incroyable. je sais Ça pas. fait un peu plus comme les Tunisiens, un peu une louria, tu vois. Oui, ok. Ça fait dans des délires, mais c'est très bon. Oui, oui. Mais ils le mettent par-dessus, même du plat souvent. Ouais. Ok. Ah, super. Et donc, c'est vrai que c'est assez différent, en fait, pour quelqu'un qui vient d'Europe et qui ne connaît pas, en fait, ces ingrédients-là. Tu l'as ressenti Mais- ça dans la réaction des clients, notamment? Bon, pas vraiment, en fait, parce que moi, je cuisine assez différemment, mais en fait, je me suis dit que j'aime beaucoup ça. Et si j'aime, les gens vont aimer, en fait, parce que c'est pas quelque chose de... C'est juste quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger. pas commun. Donc, et en fait, moi, j'aime bien, en fait, faire vraiment les... J'aime bien, en fait, utiliser les ingrédients, en fait, des plats que j'aime, en fait. Donc, je me dis vraiment, en fait, que si je l'aime, en fait, les gens vont l'aimer. Ouais, tout simplement. Ok. C'est intéressant de fou. Et aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un ambassadeur de la cuisine africaine en Europe? Bon, Je précise, je rajoute même à la question qu'on voit de plus en plus depuis des années l'émergence un peu d'influenceurs ou de cuisiniers qui veulent mettre en avant cette culture-là. Là, je pense comme ça naturellement à Yang Cook, peut-être que tu dois connaître. Il a ouvert un livre, il a fait un livre vraiment qui met en avant la cuisine africaine et plus précisément d'Afrique de l'Ouest. Donc ces dernières années, il y a eu un élan aussi sur tout ça, tu vois, et une envie de mettre en avant les produits et notamment des épiceries qui ouvrent aussi un peu partout, plein de choses comme ça. Donc après, ça peut être à ton échelle, mais je peux répondre à cette question. C'est ouais, intéressant. après, me considérer comme un ambassadeur, je sais pas trop, mais en fait, j'ai le désir maintenant de développer en fait la cuisine d'influence d'Afrique de l'Ouest en mettant à l'honneur mon pays qui est le Bénin. Et je prends plaisir à le faire parce qu'en fait, c'est aussi pour moi, en fait, le fait de faire ça, c'est aussi pour moi d'en apprendre sur ma culture, en fait. C'est sur la culture de mes parents. Donc, en fait, c'est même pas juste pour faire de la cuisine ouest-africaine. En fait, c'est vraiment, en fait, pour continuer à connaître mes origines, en fait, d'où viennent mes parents. Et donc, je prends vraiment plaisir à le faire. Parce que c'est vrai que c'est une cuisine qui est super intéressante. Et on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est une cuisine qui est incroyable. Je trouve que c'est une cuisine qui est incroyable. Et en fait, c'est même je reviens du Bénin. Et d'une ville à l'autre, en fait, là, les recettes changent. Donc, en fait, on a les recettes vraiment traditionnelles de la capitale. Mais en fait, même quand on va dans le nord, il y a encore différents ingrédients, différentes recettes selon les populations. Parce que aussi, les populations n'ont pas le même style de vie. Et donc, c'est super intéressant. C'est très passionnant pour moi, ouais. Cool. Dans ton quotidien actuellement, tu mets en place des pop-up, notamment des événements éphémères. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien et pourquoi avoir choisi plutôt cette voie pour amener ta cuisine? Récemment, en fait, j'ai développé un concept qui s'appelle Maki. En fait, c'est un concept de pop-up, en fait. Donc Maki est en honneur, en fait, des restaurants en Afrique de l'Ouest qu'on appelle les Maki. Des restaurants, en fait, c'est des restaurants, en fait, qui sont très, très chill. On peut venir comme on est. Ils passent de la musique. Il y a la nourriture traditionnelle. Donc, c'était un peu ça le concept, en fait, mais de faire, en fait, un pop-up maquis, mais quand même avoir une gastronomie africaine, en fait, avec des influences d'Afrique de l'Ouest et béninoises et aussi françaises et des influences de ce que j'aime dans la cuisine en général. Mhm. Et donc, la question, c'était sur le pop-up ou c'était sur le... Tu réponds très bien, ça. Ok. Tu réponds très bien. Et donc, ouais, donc en fait, les pop-up, c'est vrai que c'est un concept, je pense, qui est assez nouveau. Donc, ça se développe aussi en France. Mais c'est vrai que c'est un concept qui est assez nouveau et en fait, ça a permis en fait, aux chefs de développer des concepts. En fait, et en fait, quand tu développes un concept, c'est comme si c'était ton mini-restaurant ou ton restaurant ambulant. Donc, pour moi, c'était une opportunité en fait, de faire un concept et de faire des pop-up parce que ça me permet en fait de présenter en fait le style de cuisine que je voulais présenter en fait et à moindre coût parce que j'ai pas besoin d'ouvrir un restaurant physique un basé restaurant sur une place qui va te ouais. coûter facture tous les mois. Exactement, Okay, ouais, exactement. Donc
en étant en partenariat avec des restaurants, on peut en fait développer un concept en fait, et les gens peuvent avoir une expérience en fait de ce qui peut potentiellement devenir un restaurant. C'est intéressant. On mettra tes comptes pour retrouver tout ça. Tu essaies de le faire à quelle fréquence? C'est comme ça vient ou c'est... Ouais, je travaille en fait avec une agence de talent en fait qui me représente, qui s'appelle Creo Kitchen en fait, et donc qui m'aide sur le point de la stratégie en fait à trouver aussi des pop-up, et qui m'aide aussi sur la partie digitale en fait, donc tout ce qui est Instagram et réseaux sociaux. Donc on travaille à ça en fait. On essaie de trouver des stratégies pour trouver en fait le bon pop-up et ce qui représente bien le concept qu'on a mis en place, donc Maki. Est-ce qu'un jour, toi, avec tes restaurants, tu souhaites avoir une étoile? Enfin, être reconnu dans le monde de la cuisine? Bah, je pense que c'est un honneur pour un chef d'être reconnu, d'autant plus d'une étoile Michelin. Je pense que dans une carrière d'un chef, c'est un honneur. Après, moi, je suis vraiment passionné de cuisine, et le but pour moi, c'est quand même aussi d'être vraiment heureux dans ce que je fais, qui est d'étoile ou qui est pas d'étoile, en fait, vraiment. Et que ce soit pas juste un but d'avoir une étoile, en fait. C'est de continuer la mission que j'ai en étant chef, et de savoir aussi que en étant chef, en fait, on contribue à un patrimoine, en fait, quand même culturel. Sûr. Et donc, c'est important, en fait, toujours d'avoir en tête ce devoir de transmission, en fait, je pense, en tant que chef. Plus que de penser au prix. Je pense que les étoiles, c'est vraiment le résultat les étoiles ou n'importe quel prix, c'est vraiment le résultat du travail qu'on fait, je pense, et que ça doit pas être un but pour un but, je pense, vraiment. Finalisé, Ouais. forcément. Ouais. Donc, en fait, ça vient couronner un travail, Ça vient etc. couronner un travail. Il ne faut Ouais. pas que ça va penser qu'à ça. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne, toi, de ta cuisine? Ouais. Quelques mots, en sensation, en émotion, peu importe. Pour moi, la cuisine, c'est un moyen d'expression. Donc, en fait, c'est un moyen d'expression, mais c'est difficilement explicable, en fait. Mais il y a une connexion entre le client qui va manger nos plats et le chef, bien sûr. Moi, je le vois comme un respect, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils viennent dans un restaurant pour passer un bon moment. Et donc, tout dépend du niveau du chef. C'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais les gens, ils vont venir manger un plat d'un chef. Donc, c'est le travail d'une vie. Donc, si vous allez dans un restaurant d'un chef réputé, en fait, il a travaillé toute sa vie, en fait, pour arriver à ce niveau-là, en fait. Et à ce résultat-là. Donc, ouais, je pense c'est un respect, en fait. C'est un respect aussi déjà d'honorer, en fait, les personnes qui viennent manger dans notre restaurant, ouais. Okay. On va clôturer simplement. Ouais. Simplement, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, soit ton travail, toi, tes réalisations, tes événements aussi et tes projets futurs? Ouais, donc vous pouvez retrouver la majorité de mes infos sur mon compte Instagram, et c'est Chef Philippe Sonou. Donc, vous tapez Chef Philippe Sonou sur Instagram et vous allez retrouver mes infos. Nickel. Ouais. Un événement prochain qui arrive? Quelque chose? L'événement prochain, j'ai un dîner, j'ai 2 dîners privés dans 2 jours. Oh! Vous Donc, retrouverez l'après-dîner alors, quand la vidéo sera sortie. Ouais. Nickel. Donc, il faut que je prépare ça. Il y a pas mal de boulot. Courage, ça va le faire. Nickel. Bon, on va clôturer en tout cas. Merci Amine. Merci, Kazim. Philippe, merci d'avoir honoré l'invitation. Avec plaisir, Bon retour merci. à Londres. C'était Merci un plaisir. Et à très vite, en tout cas, sur un prochain épisode des Figures de l'Ombre. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, à liker l'épisode et à le partager.